Madame Bonnefoy. Donner une reconnaissance, l'ARS, à quelqu'un qui n'est pas diplômé? Si, parce que les personnes qui se disaient psychothérapeutes et qui n'ont pas les diplômes requis, si elles exercent depuis plus de 5 ans, elles peuvent se faire reconnaître par l'Agence régionale de santé comme psychothérapeutes. Si. Le problème, c'est ça. Et bien souvent, ce sont ces personnes dont je parle, eh bien, exercent depuis plus de 5 ans. Et l'ARS les a reconnues parce qu'elles exerçaient depuis plus de 5 ans. Et c'est ça, la dérive, c'est ça. Le problème, c'est là. Le problème, c'est là. Comme et bien souvent, ces thérapeutes ont même contourné, plus que contourné la loi, c'est qu'ils se sont fait reconnaître comme psychanalystes. Et comme les psychanalystes ne sont pas obligés d'être formés, eh bien, ils se font reconnaître comme psychanalystes. Et maintenant, ils sont reconnus comme psychothérapeutes et psychanalystes. Et ça, c'est un moyen pour détourner la loi. C'est pour ça que je vous dis, on a des problèmes comme cela. Donc si les ARS de santé venaient vers nous, vers les associations de terrain, peut-être qu'on éviterait justement ces problèmes. Ce serait peut-être bien qu'il n'y ait pas de reconnaissance aussi. C'est-à-dire que si, on travaille bien avec les ARS. Moi, je les ai régulièrement au téléphone dans toute la France. Mais le problème, c'est que certaines personnes ne sont pas au courant des thérapeutes charlatans, en fin de compte. C'est pas marqué sur leur front. Attention, je suis dangereux, bien entendu. Donc, quand ils vont à l'Agence régionale de santé et qu'ils disent, ben voilà, j'ai travaillé depuis plus de 5 ans, voilà ce que j'ai fait. Et bien souvent, comme ils travaillent en réseau, ils se font, comment dire, aider par d'autres thérapeutes. Ben voilà. Monsieur le rapporteur, Monsieur Mazin. Oui, je reviens sur les faux souvenirs induits. Je pense que ça doit poser quand même en pratique beaucoup de difficultés parce qu'on sait qu'une victime, alors on va dire une vraie victime de faits notamment d'agression sexuelle ou de viol, c'est souvent tardivement que les faits vont émerger et que les faits vont être révélés. Et c'est souvent effectivement la même hypothèse d'une révélation tardive qui va être donc révélatrice d'un faux souvenir induit. Donc ça doit nécessiter pour ceux qui accompagnent ces victimes-là, alors la vraie victime et la fausse victime, de poser le bon diagnostic, ce qui doit être très très compliqué. Et je pense qu'il y a, enfin vous allez me le dire, mais certainement une méconnaissance de ce phénomène des faux souvenirs induits qui ne doivent pas permettre à tous ceux qui sont amenés à accompagner ces victimes supposées ou ces vraies victimes de faire la différence effectivement entre cette vraie victime ou la fausse victime. Alors ça c'est, je vous laisserai le soin de répondre. Et est-ce que vous ne vous retrouvez pas parfois en difficulté avec d'autres associations de victimes qui elles pour le coup ont peut-être une autre culture et notamment la culture qui consiste à sacraliser la parole de la victime, de l'enfant devenu grand et, par la suite. Et vous qui, pour le coup, avez un peu plus de recul sur cette parole-là d'une victime qui peut peut-être aussi être manipulée. Voilà. Alors, c'est vrai que, pour le coup, vous devez souvent voir des victimes qui viennent à vous en s'étant rendues compte qu'elles avaient été manipulées, puisqu'elles viennent se plaindre finalement de cette manipulation dont elles ont fait l'objet. Mais vous devez être aussi alerté par des tiers sur la situation, donc de personnes supposées être des victimes de manipulation mentale, mais avec effectivement quand même ce distinguo à faire, très technique, très difficile, entre ces vraies victimes ou ces manipulations, ces personnes manipulées. Voilà, alors donc c'est vrai que on est à la frontière avec parfois beaucoup de difficultés parce que c'est vrai que notre société, notre droit même, et notre jurisprudence a sacralisé la parole de la victime, trop souvent, surtout pour des faits qui remontent à l'enfance et dont on sait effectivement que la révélation est toujours très tardive et très compliquée. On va attendre la réponse. Alors, allez-y, madame. Nous nous sommes créés dans notre association justement pour éviter d'être manipulés à notre tour par des parents perverses. Nous avons créé
des garde-fous. Il faut que la victime ait plus de 25 ans, qu'elle ait suivi une thérapie, qu'elle suive ou qu'elle ait suivi une thérapie. Il faut que les parents nous donnent, en principe, pourquoi elle a suivi une thérapie et avec qui. Bon, on n'a pas toujours, si on sait pourquoi, on n'a pas toujours le nom du thérapeute. Mais il faut que les parents eux-mêmes aillent chez un vrai professionnel de la santé, et je les envoie systématiquement chez un psychiatre. Avant, c'était un psychologue, maintenant, c'est chez un psychiatre. De manière à éviter, justement, pour nous, d'être abusés, d'être manipulés dans notre association. Mais ce que nous voyons aussi, c'est que tous les parents qui viennent chez nous, jusqu'à maintenant, ont tous le même problème, c'est-à-dire qu'ils sont accusés par leur enfant majeur qui a fait une thérapie, majeur qui, l'âge moyen c'est de 35 ans, qui a fait une thérapie ou qui est en thérapie, qui n'avait aucun souvenir auparavant, qui a vécu normalement jusqu'à 35 ans et du jour au lendemain a fait une thérapie et a coupé avec ses parents et est venu accuser ses parents. Donc c'est pas comme les enfants. On travaille avec Dominique Thomas, qui est psychologue clinicienne, experte auprès des tribunaux à Angers. Et elle a fait plus de 100 expertises d'enfants abusés, maltraités. Et depuis le début, dès le début, je lui ai dit, mais pouvez-vous me dire, parmi ces enfants, ados, jeunes adultes, combien avaient-ils oublié avoir été abusés? Elle me dit, mais aucun. Aucun. Parce qu'elle explique, comme expliquent tous les universitaires américains qui ont travaillé sur la mémoire, dont Elisabeth Loftus, disent que les enfants qui ont été abusés s'en souviennent. Ils calent ça dans un petit coin de leur tête pour survivre à tout ça, mais en fin de compte, ils n'ont jamais oublié. Donc c'est pas... Toutes ces victimes n'ont pas besoin d'une thérapie pour se souvenir avoir été abusées ou maltraitées. Ils le savent. Et le fait de ne pas en parler ne veut pas dire qu'ils ont oublié. Ils survivent à ça, mais le fait de ne pas en parler ne veut pas dire qu'ils ont oublié. Ils n'ont pas oublié, mais ils n'en parlent pas. Madame Bonnefoy. Les garde-fous. Oui, madame, vous nous avez parlé d'un certain nombre de situations, sans nous donner des détails, bien évidemment, mais tout de même, on peut les apprécier comme étant assez insupportables et donc condamnables. Et par ailleurs, vous nous expliquez qu'il y a peu de condamnations. Donc, comment se fait-il qu'il y ait peu, d'après vous, aussi peu de condamnations, et quand il y en a, elles sont peut-être légères ou trop légères? Pourquoi? Comment vous expliquez cela? Pourquoi? Le problème, c'est que les faux souvenirs, on n'en parlait pas. Il a fallu qu'on crée notre association en 2005, c'est-à-dire avec 15 ans de retard sur les Américains, pour qu'on parle des faux souvenirs. Les faux souvenirs, on n'en parlait pas. On n'en parlait pas. Pourquoi? Parce que, d'une part, ça gênait un peu la profession des médecins, des psychiatres, parce que certains étaient dedans. Et d'autre part, parce que les pouvoirs publics ne voulaient pas, prendre ce problème en charge. Si on a parlé... D'ailleurs, si on a créé notre association parce que s'il existait auparavant des associations de victimes de sectes, il n'existait pas d'association de victimes de faux souvenirs. C'est la raison pour laquelle nous avons créé notre association. Nous l'avons appelée AFSI, Alerte Faux Souvenirs Induits, en mettant le mot devant alerte, justement pour alerter les pouvoirs publics. Parce qu'on n'en parlait pas. Et s'il y a peu de retours, on a eu en avril dernier un seul procès, le premier procès. Donc il a été fortement médiatisé parce que on ne connaissait pas et c'était le premier procès. Et la justice a mis 5 ans pour étudier ce dossier où il y avait de nombreuses victimes. Donc il n'y a eu que 2 victimes qui ont pu témoigner, déposer plainte, mais il y avait de nombreuses victimes dont les faits étaient prescrits. Et il y a d'autres procès qui se préparent où, là encore, les plaintes ont été déposées en 2008 et les procès viendront l'année prochaine, en 2013, parce qu'il y a énormément de victimes. Je me souviens, j'avais vu en 2009 Mme Caillebotte, qui est au ministère de la Justice, des peines et des criminels. Eh bien, je lui avais dit, mais comment se fait-il que c'est si longtemps? Ça met si longtemps. Mais elle me dit, mais madame, il y a tellement de victimes, il faut tellement interroger de gens, etc. Et elle me dit, on doit absolument être certain qu'il s'agit bien du problème de manipulation mentale. Et là, le problème de la manipulation mentale, c'était le premier procès. Abus de faiblesse, où on nous dit, parce que ce sont des gens qui sont consultants, avocats, il n'y a pas d'abus de faiblesse, donc il n'y a pas de victime. Si, justement, il y a un abus de faiblesse.
induction de faux souvenirs. Aux États-Unis, tous les thérapeutes ont été condamnés par implantation de faux souvenirs, donc faute professionnelle grave, et ils ont été punis par des millions de dollars. Et nous, on est au tout début. Alors, évidemment, j'ai rencontré une magistrate il y a quelques mois qui m'a dit « Mais Madame Delpech, je peux vous assurer que dans la profession, chez les magistrats, cette affaire va faire jurisprudence. Je l'espère. » Et il n'y a pas beaucoup de retours. Pourquoi ? Parce que il y a des retours. Dans notre association, il y a des retours. Mais les enfants ne veulent pas déposer plainte contre leur thérapeute. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont plus les moyens. Et je vois encore hier, j'ai eu un coup de fil d'un papa où la jeune femme a déposé plainte et il me dit mais ma fille n'a plus d'argent parce que les avocats au fur et à mesure, ça dure 5 ans, les avocats ne travaillent pas pour rien. Et pendant 5 ans, il faut que la victime nourrisse son avocat. Vous comprenez ? Donc c'est pour ça qu'il y a encore peu de procès. Monsieur le rapporteur. Oui, deux questions. La première, vous nous avez indiqué tout à l'heure que, en ce qui concerne des personnes qui avaient par contre été accusées à tort, toutes celles que vous avez suivies avaient fait l'objet de décisions de relax ou de non-lieu. Vous avez la liste, là, vous pourrez nous donner des indications. Je n'ai pas la liste, mais vous je l'avez. pourrais avoir Voilà. la liste, mais je ne suis pas certaine que les parents accepteraient, parce que je vais vous dire, être accusé par son enfant de tous les maux de la terre, et du viol et de l'inceste, ça laisse des traces. Mais nous avons, dans notre association, tous les parents. Voilà, non, mais ce qui est intéressant, c'est le nombre de ces dossiers et le fait que, d'après ce que vous nous dites, toutes ont fait quand même l'objet de décisions, soit de classement, soit de non-lieu, soit de relax. Les dossiers sont classés sans suite. Oui. Voilà, les dossiers sont. Un papa a eu un non-lieu parce qu'il a été mis en examen pendant 20 et quelques mois. Le papa a eu un non-lieu, mais sinon tous les autres dossiers ont été classés sans suite. C'est intéressant parce que ça aussi, ça confirme le sérieux, je dirais, le sérieux et les précautions que vous prenez dans l'examen de ces dossiers. Une autre question, vous nous avez dit que vous n'avez pas de subvention. Du tout. Vous fonctionnez comment ? Nous sommes à la porte du local qu'on nous avait prêté depuis l'origine de notre association. Et à la fin de l'année, je ne sais pas où on va aller, on n'a plus de bureau, on n'a plus rien. Donc si vous avez, je lance un message, mesdames, messieurs, si vous avez la possibilité de nous trouver un petit local pour nous permettre de continuer d'exister, sinon nous n'existerons plus. Et les 600 familles, eh bien, parce que quand on parle de 600 familles, c'est 600 familles, mais ce n'est pas 600 victimes, c'est 600 victimes plus la famille réunie. Donc ça fait plusieurs milliers de personnes. Donc je lance un appel, des subventions, un petit local, voilà. Monsieur Mazard. Oui, vous avez parlé de ces médecins qui n'hésitent pas notamment à faire des certificats de complaisance lorsque il y a un enjeu familial qui peut être effectivement la garde d'un enfant, etc. Bon, je parle sous le contrôle de Monsieur le Président, mais un médecin ne peut pas faire un certificat au terme duquel il donne son avis sur la déviance d'un tel, les pratiques d'un autre, etc. C'est quelque chose ça, que vous savez, que vous diffusez comme information. Est-ce que l'ordre des médecins est également donc avisé de ces pratiques-là, et est-ce qu'à chaque fois il est saisi lorsque le cas peut se présenter ? Les certificats de complaisance, c'est quelque chose d'un peu connu, notamment quand il s'agit de familles opposées, par exemple, à la vaccination. Là, dans le cas des faux souvenirs induits, j'avoue que je ne sais pas trop, mais on peut très bien imaginer qu'un médecin soit partie prenante d'une partie de la famille qui est en accord avec ses idées, avec ces idées ou l'adhésion à une structure X ou Y. Et dans la mesure où ce genre de situation crée des ruptures, des séismes dans les familles, peut-être que des cas, mais Madame Delpech le dira peut-être que des cas dans les adhérents de l'association ont été plus particulièrement pointés pour ce cas de figure. Oui, je voudrais dire que nous avons plusieurs familles
dont les enfants avaient déposé plainte, et les thérapeutes diplômés, certains diplômés ou pas diplômés, ont fait des attestations de complaisance justement pour que les grands-parents, et c'est dans le cas des grands-parents, les grands-parents n'aient pas droit à avoir le droit de visite, n'acceptent pas au droit de visite des petits-enfants. Et nous avons des enfants qui avaient déposé plainte contre leurs parents. À l'intérieur du dossier, il y avait un certificat de complaisance d'une psychologue. Les parents ont déposé plainte après le classement sans suite, ont déposé plainte contre la psychologue. Ils ont été déboutés. Parce que c'était il y a quelques années et les magistrats ne connaissaient pas encore ce phénomène de manipulation mentale. Donc ils ont été déboutés pour faute de preuves. Mais de plus en plus, lorsque les parents sont accusés, l'affaire a été classée par la justice. De plus en plus, les magistrats qui ont instruit cette affaire demandent après, posent la question aux parents accusés, injustement accusés, voulez-vous déposer plainte contre ? Et là, de plus en plus, avec les défenseurs avec qui nous travaillons, les parents déposent plainte contre X. Ça englobe leur fille, bien entendu, parce que c'est souvent une fille, leur fille qui a déposé plainte, mais ça englobe surtout les thérapeutes. Et on s'est aperçus que dans plusieurs dossiers où il y avait un psychanalyste qui a renvoyé, donc c'est le travail en réseau, qui a renvoyé la jeune femme sur un ostéopathe qui s'est gracieusement, payé sur la jeune femme. Mais en plus, cet ostéopathe a envoyé la jeune femme vers un maître en Reiki. Donc vous voyez, il y a dans un dossier, c'est pas un thérapeute, c'est 3 thérapeutes. Alors, et à chaque fois, eh bien, les parents, sans savoir, ont à chaque fois payé, versé une somme à leur fille jusqu'au jour où leur fille les a accusés. Donc c'est dans les dossiers, quand on instruit les dossiers, qu'on se rend compte après que, eh bien, il y a des réseaux, ils fonctionnent en réseau. OK. Merci beaucoup. Je pense que nous avons eu tous les renseignements que nous souhaitions. Je vous remercie de vous être déplacé jusque chez nous et vous souhaite une bonne fin de journée.